Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. In today's video, I wanted to introduce you to my dear friend Lena, who also is teaching French. So I will be interviewing her, and just because we'd love to know more about her, how she teaches French, and basically how she got here. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon amie Lena qui enseigne le français et on va lui poser quelques questions. Je voulais aussi vous annoncer que Lena et moi, on prépare depuis quelque temps des ateliers de français et on est très contente de vous en parler aujourd'hui. So we have been preparing some French workshops, online workshops. For those who want to join, I will let you know the dates and how you can book a seat. They're not fully ready yet, but Lena and I are going to be animating those French online workshops. Je suis très contente d'animer ces ateliers et encore plus avec toi parce que c'est vrai que c'est un projet qu'on a travaillé depuis un bon petit bout de temps et ouais, j'ai hâte qu'on fasse ça toutes les deux. Est-ce que tu es prête? C'est bon pour moi. Comment ça va, Léna? Ça va très bien, merci. Et toi? Bah moi ça va, super. Tu es contente d'être avec nous aujourd'hui? Très contente. Ouais. Eh ben c'est super. On va commencer l'interview. On va poser des questions à Léna sur sa vie, mais aussi sur le français, comment elle enseigne le français, mais aussi ce qu'elle aime dans la langue française. Bon alors Léna, déjà est-ce que tu pourrais nous dire d'où viens-tu? Alors moi je viens de Normandie. Donc ça se trouve dans le nord de la France, plutôt en face de l'Angleterre. Et ensuite, je suis arrivée ici dans le sud. Tu habites où exactement dans le sud? Moi, j'habite à côté de la frontière espagnole, à Perpignan. C'est environ à 5 minutes en voiture, donc ça va. Qu'est-ce que tu aimes dans la ville dans laquelle tu habites, Perpignan? Alors, quelque chose que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est vraiment la diversité qu'on va avoir. Autant culturellement parlant, que au niveau des paysages, vu qu'on va avoir à la fois de la ville, la vue sur les montagnes et la mer juste à côté. Et puis il y a un fleuve aussi, le canal qui passe dans Perpignan, donc au niveau du paysage, c'est assez sympathique. En ville, les maisons sont très colorées. Et ensuite, diversité aussi au niveau du peuple en règle générale, puisque à Perpignan, on a une très forte taux d'immigration. Et ce qui fait qu'en fait, la plupart des gens, ils sont étrangers et donc on va avoir plusieurs petites communautés qui vont vivre ensemble. Et ce qui permet vraiment de presque être un peu dépaysé et voyager au sein même d'une seule ville. Comme tu habites pas loin de Perpignan, est-ce que tu parles l'espagnol? Exactement, comme la plupart des gens qui habitent à Perpignan ou à côté de la frontière. C'est vrai qu'on a cet échange avec l'Espagne qui est très facilité. Et on a aussi également beaucoup de populations espagnoles ou latino-américaines qui viennent ici. Donc la langue espagnole est très parlée aussi au sein même de la ville de Perpignan. Oui, c'est vrai, je confirme. D'ailleurs, quand on est à l'école ici, généralement, on a tendance à choisir l'espagnol en plus de l'anglais comme langue vivante. En fait, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Est-ce que tu as des passe-temps? Alors, j'ai pas mal de passe-temps. Beaucoup de choses principalement manuelles. Je suis plus sur les instants qui se vivent, donc ça va être plus de la peinture, de la lecture, pour un petit peu le côté intellect, on va dire. Ouais. Et après, sinon, c'est énormément de voyages et aller à la rencontre de nouvelles personnes. Raconte-nous un petit peu ton dernier voyage. Alors, oui, dernièrement, j'ai voyagé du coup pendant 6 mois où j'étais en backpack dans tout le sud de l'Amérique latine. Donc, j'ai pu partir du centre de l'Amérique latine jusqu'en Argentine. J'ai pu travailler, faire du volontariat là-bas, donc c'est pareil. On crée d'autres liens avec les gens sur place. Oui. Et voilà. Qu'est-ce que tu as fait en particulier
Alors j'ai fait plusieurs volontariats. J'ai fait un volontariat où je construisais une statue de requin au bord de la mer. Dans cet hôtel, en fait, le principe même, c'était on pouvait avoir donc le temps de notre séjour offert, c'était équivalent au temps de travail pour faire l'œuvre qu'on choisissait de faire. Ouais. Il fallait juste que ce soit acté par le propriétaire de l'hôtel. D'accord. Et après, on avait le temps de travail qui était offert en hôtel. Après, j'ai fait du volontariat aussi où je faisais beaucoup de l'accueil aux hôtels. Après, j'ai fait aussi du professorat avec une amie. Donc là, j'enseignais le français à une amie d'ancienne professeure d'espagnol à moi. D'accord. Mais en Argentine. Ouais. Donc là, c'était un petit peu l'effet inverse. J'ai fait aussi, avec cette même amie, travailler dans une coopérative. Où là, on s'occupait plutôt de la vente de tous les produits locaux en Argentine qui étaient bio. Et ils avaient une petite camionnette qui allait les distribuer dans des zones un petit peu plus défavorisées. On faisait aussi beaucoup d'actions populaires dans la rue pour donner à manger aux gens, puisque au moment où j'étais arrivée, c'était la crise. D'accord, ouais. Du coup, avec installation du nouveau gouvernement, etc., le pays est tombé en crise économique. Et après, j'ai fait aussi promoteur. Promoteur. Voilà, promoteur. Donc, le principe même, c'est organiser des soirées, trouver les gens pour y aller. Oui. Et c'était tout, en fait. Mon travail, c'était de m'amuser. Tu en gardes un bon souvenir, alors, de ton dernier voyage? Ouais, très bon souvenir, parce qu'encore une fois, beaucoup de gens et de très bonnes personnes avec un grand cœur, qui m'ont appris beaucoup de choses, autant sur la vie que sur leur vie, en règle générale. C'était très intéressant aussi parce que c'était mon programme d'études. Et du coup, ça m'a permis de voir réellement sur place ce que moi j'avais étudié auparavant cours avec mes professeurs. Une fois que tu as fait tes études, ou pendant justement tes études, c'est aussi important de voir comment les choses s'appliquent dans la vraie vie. C'est comme les langues, d'ailleurs. Complètement. Je pense que il faut pas juste étudier, mais réellement vivre ce qu'on veut apprendre pour bien s'en imprégner, et ça le facilite la chose. Ça la rend plus amusante, on va dire. Ouais. Tu enseignes aussi le français. Est-ce que tu veux partager un petit peu justement ce que tu fais en ligne, ton site web et tout ça? Oui, bah déjà je voulais te dire merci pour m'avoir invitée. Et ensuite, oui, moi, comme tu le disais exactement, j'ai ouvert mon site en ligne Hacia Nuevos Horizontes. Donc, je propose des cours de français et des cours d'espagnol, donc principalement en anglais ou en espagnol pour les hispanophones, et en français pour les cours d'espagnol pour les francophones. Quel est ton public cible? Est-ce que tu as un public en particulier? Alors, moi, en règle générale, je propose pour tous les niveaux. En fonction des besoins des personnes, je vais m'adapter par rapport à son niveau de langue ou le niveau qu'il voudrait atteindre. Mais il est vrai que j'ai une préférence pour le niveau avancé, parce que c'est un niveau qui va me permettre beaucoup plus de liberté au niveau des documents aussi que je vais pouvoir choisir, et du coup qui va rendre en fait l'enseignement beaucoup plus intéressant selon moi, dans le sens que je disais premièrement, où on va réellement le vivre beaucoup plus. Toi, tu es plus sur les apprenants qui seraient peut-être intermédiaires, voire avancés, à partir de B2 jusqu'à C2. Exactement. Ouais. Donc du coup, quel aspect de la langue française est-ce que tu trouves le plus intéressant à enseigner? Moi, en règle générale, et là pour le coup, ça va pas forcément se diriger qu'aux avancées, puisque ça, c'est aussi, et surtout dans la base, je dirais, quelque chose que j'adore, c'est vraiment travailler la prononciation. Ah oui, déjà, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et qu'on retrouve quasiment qu'en français. Il y a énormément de sons qui sont difficiles à reproduire justement parce qu'ils n'existent que en français. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Parce que ça relie aussi deux autres aspects que j'aime énormément dans la langue, ce sont les homonymes. Parce qu'en français, on peut entendre quelque chose et en réalité c'est tout l'inverse, ou ça va être complètement autre chose, ça n'aura rien à voir, parce que entre ce qu'on entend et ce qui est réellement écrit,
il peut y avoir plein de types d'écriture différentes et ça c'est fascinant. Et du coup, ce qui rejoint la troisième partie que j'adore dans la langue française, c'est réellement retrouver des fois des ressemblances avec d'autres langues. Pourquoi ? Parce que des fois, ça va être un mot qui n'aura pas forcément grand-chose à voir dans l'autre langue. Mais en fait, en cherchant le pourquoi du comment, on se rend compte qu'en fait, il y a une base commune. Et du coup, on découvre le réel sens au début du mot. Et pour moi, c'est à chaque fois une redécouverte de ma propre langue. Je ne m'en lasse jamais. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui apprennent le français ? Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment pratiquer, déjà. Parce que même si vous allez pas toujours utiliser tous les mots en français et que vous faites un mix avec votre langue originelle ou en anglais, puisque la plupart des Français maintenant comprennent quand même l'anglais, en essayant toujours de créer des phrases comme ça, même si ce sera des moitiés de phrases, petit à petit, déjà dans votre cerveau, ça va commencer à réfléchir en français. Et à petit, moins traduire dans votre langue. Et je pense que vraiment, c'est quand on saute cette barrière de la traduction mentale, que là, réellement, on peut commencer à apprendre une langue. Parce qu'on commence à réfléchir dans la langue. Je pense que réellement pratiquer, même quand on ne connaît quasiment rien, et que ça va être bonjour et merci, et bah faites bonjour, merci, et au milieu, un petit peu d'anglais. Un deuxième conseil, des livres pour enfants. Ouais, aussi. Il y a des images. C'est pas compliqué à comprendre. Souvent, il existe également les CD audio, donc on peut vérifier la prononciation de ce qu'on lit. Le fait que ce soit des livres pour enfants, ça permet aussi que on puisse réellement associer le son à un exemple concret d'assemblage de lettres. En effet, c'est très compliqué souvent de reconnaître un son en français puisque, comme on disait juste avant, ils sont très complexes, très nombreux. Et il y a beaucoup de combinaisons de lettres qui vont faire plein de sons différents. Donc, vu que ce sont des mots assez simples, puisque c'est un livre pour enfants, ils vont être plus faciles à comprendre et à bien savoir épeler ensuite et assimiler à son écriture. C'est un très bon conseil. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise aussi pour qu'un enfant français apprenne la langue française. Exactement. Bon, il vit tous les jours dans la langue française, tout ce qu'on fait c'est en français, mais c'est vrai que pour qu'un enfant puisse avancer dans son langage, justement, dans cette compétence de comprendre, de parler, on utilise beaucoup les livres, et d'ailleurs on recommande beaucoup les livres, mais aussi les comptines. Je sais que moi, mes enfants, quand ils étaient tout petits, ils comprenaient pas tout ce qu'ils chantaient, mais ils commençaient à reproduire les sons qu'ils entendaient grâce à la musique. C'est ce que nous aussi on aime faire quand on chante peut-être une chanson dans une autre langue, on comprend peut-être pas tout, mais on arrive à imiter les sons qu'on entend. Et le jour où vous lisez ensuite les paroles, là d'un coup c'est la révélation parce que en plus vous arrivez à bien reproduire le texte. Oui, c'est vrai. Et à réellement assimiler du coup le sens du texte. C'est vrai. Quel est ton mot français préféré ? Est-ce que tu as un mot préféré en français ou pas du tout ? Tu as le droit de dire non aussi. Oui, pour le coup j'ai un mot préféré en français puisque c'est un mot que j'utilisais énormément quand j'étais petite et que personne n'utilise d'ailleurs. D'accord. Alors quand je vais vous dire le mot, vous allez avoir l'impression que tout le monde l'utilise puisque c'est guerre. Donc vous entendez comme guerre, combat, mais ce n'est pas guerre le combat, mais guerre G-U-E accent grave R-E, qui est une négation. C'est vraiment un mot que j'affectionne énormément parce que ça me rappelle quand j'étais petite et j'avais énormément d'amour pour ce mot et beaucoup de fierté à le dire, notamment parce que ça fait partie du langage soutenu et du coup je me sentais tout simplement quelqu'un d'élégant. Voilà. C'est vrai parce qu'on n'utilise pas du tout ce mot dans la vie de tous les jours, dans le français parlé. Il est surtout, comme tu dis, dans le langage soutenu et beaucoup à l'écrit. C'est ça. Moi, je l'ai vraiment découvert dans les livres parce que j'aimais énormément lire et c'est là que ça a été une révélation. Et alors, je n'ai guère faim, je n'ai guère tout ce que vous voulez, je le sortais à tout va. Mais attention, si on utilise ça dans le français de tous les jours, ça fait trop formel, trop soutenu et on peut vous regarder bizarrement. Bon alors, maintenant, on va parler de choses sérieuses. La cuisine. Est-ce que tu as un plat français préféré ? Alors, oui, j'ai un plat français préféré, c'est le bourguignon.
Pour ceux qui ne connaissent pas, le bourguignon, c'est beaucoup de vin rouge, beaucoup de viande, des pommes de terre, des carottes, du laurier, des petits oignons grelots et un carré de chocolat. Toujours pour épaissir la sauce. Ouais. Il y a 10 grammes de chocolat pour épaissir la sauce. J'imagine que c'est du chocolat noir. Exactement. Parce que le chocolat au lait, ça risque d'être un peu trop sucré. Moi, c'est vrai que je ne mets pas de pommes de terre dedans, mais je mange peut-être soit les pommes de terre à côté, ou bien je fais une purée ou tout simplement des pâtes, parce que ça va tellement bien avec la sauce. Moi, je fais beaucoup de riz avec le bourguignon, parce qu'il absorbe pas mal la sauce aussi. Ouais. Le problème, moi, c'est que je suis aussi asiatique. Je ne peux pas manger du riz asiatique avec le bœuf bourguignon. Pour moi, il y aura un problème. Je comprends le problème, du coup. Et en dessert, qu'est-ce que tu aimes bien manger? En dessert, c'est vraiment la tarte au citron meringuée. Mais parce que je dirais que c'est un des rares desserts qui n'est pas trop sucré, donc qui peut plaire aux gens qui n'aiment pas trop le sucre en règle générale. Et à la fois, c'est bien frais et vous avez quand même cette gourmandise avec la crème. Donc je pense que c'est pour ça. Ça contente un petit peu tous les palais. Tu habites dans le sud de la France. Il y a beaucoup de soleil. D'ailleurs, on habite dans la région la plus ensoleillée de France. Quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée, c'est vraiment le printemps. Parce que déjà, c'est le symbole du renouveau. Tout est en fleurs. Et c'est vraiment, je ressens, alors je sais pas si c'est en tant que femme, mais je ressens vraiment que la nature exprime ce qu'on ressent à l'intérieur. On ressent ce renouveau, ce changement d'air, ce peps qui nous pousse à faire aussi de nouvelles choses et à entreprendre de nouvelles choses. On commence à avoir un peu de beau temps, sans qu'il fasse trop chaud. Aussi, parce qu'il peut faire très chaud ici dans notre région. D'ailleurs, on a la plage pour se rafraîchir un petit peu. Mais c'est vrai qu'au printemps, on a un peu, voilà, on a ce côté où on peut commencer à manger dehors. Le seul inconvénient, je dirais, du printemps, ce sont parfois les fleurs. Et ici, il y a beaucoup d'allergies, voilà, au pollen. Tu es allergique au pollen, je suis allergique au pollen. Je pense que c'est juste l'inconvénient du printemps. Donc, si tu pouvais visiter n'importe quelle région francophone, laquelle choisirais-tu? Alors moi, je choisirais Madagascar, une île à côté de l'Afrique. Et pourquoi Madagascar? Parce que mon papa y a habité et qu'il m'en a beaucoup parlé en bien. Donc c'est vraiment pour essayer de me reconnecter un petit peu avec lui et puis voir tous ces beaux paysages dont on m'a tant parlé. Et ouais, c'est aussi une opportunité de se dire qu'on peut encore parler français aussi loin de chez nous. Quand on est aussi loin géographiquement de la France, le fait de pouvoir parler français dans un endroit qui ne ressemble pas du tout à la France, pas du tout au paysage de la France, ça peut effectivement peut-être faire du bien. Ils font beaucoup de piment là-bas, mais aussi de la vanille de Madagascar. Ils produisent de magnifiques gousses de vanille à Madagascar. Très connues et consommées partout dans le monde d'ailleurs. Et qui coûtent d'ailleurs cher quand on en achète ici. Extrêmement cher. Je sais que j'ai ma mère qui a une amie malgache qu'elle voit très souvent, et quand elle va à Madagascar, elle lui ramène beaucoup de vanille. D'ailleurs, elle en a encore à la maison, tellement elle en a. mais ouais, ce sont de très très belles gousses de vanille. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Léna. J'espère que vous avez aimé justement faire la connaissance de Léna aujourd'hui. Super, merci beaucoup Léna d'être venue, d'avoir fait le déplacement. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo pour justement accéder au site web de Léna si vous voulez réserver des cours avec elle en individuel. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!